pour introduire les bonnes pratiques, heu, à dire comment nous, on a construit ces bonnes pratiques par rapport aux résultats, des audits qu'on fait régulièrement, chez Bad Sander. Alors quand on fait des diagnostics pour nos clients, souvent on analyse le trinôme qui fait que quand un internaute ouvre son système de messagerie, il voit en premier l'expéditeur, l'objet et le préheader. Donc c'est ce qui va le décider, c'est le trinôme, hein, les 3 facteurs qui va lui dire: «OK, est-ce que j'ouvre ou pas cet email?» Donc on analyse ces trois facteurs-là pour nos clients. Ensuite, une fois qu'il a ouvert, il arrive sur l'emailing. Donc là, on analyse l'ergonomie, le contenu rédactionnel. Et enfin, on analyse, le côté technique, donc l'intégration du code HTML, est-ce qu'il est propre ou pas? Est-ce qu'il s'affiche bien sur tous les clients de messagerie? Et enfin, on analyse aussi les techniques d'envoi, à savoir est-ce que, l'outil de routage est bien configuré? Est-ce que les noms de domaine sont bien authentifiés, et cetera. Donc les résultats en fait, de nos diagnostics emailing, souvent, ce sont vraiment des résultats qu'on retrouve chez dans pas mal de diagnostics. Souvent, il manque de clarté dans les objets. En fait, quand on lit l'objet, on comprend pas vraiment à quoi on a affaire. Quand on lit l'objet et quand on regarde le contenu en fait en parallèle, de l'emailing, des fois on comprend pas trop le rapport. Il y a pas vraiment, l'objet et le contenu sont pas vraiment en phase. On manque d'originalité dans le wording des objets. Quand je vais souvent employer ce mot wording. Quand on parle de wording, c'est vraiment les mots, c'est le contenu rédactionnel, hein, c'est les mots que vous employez. Souvent, ça manque d'originalité, le ton est très classique ou très descriptif et ce qui parfois, ne suscite pas vraiment l'intérêt des lecteurs. Le On a souvent encore des prédateurs absents. Quand je dis absent, c'est qu'on voit simplement la phrase, classique qui dit, «Si vous n'arrivez pas à lire correctement ces emails, alors cliquez ici». Et ce qui est bien dommage parce que, bah, c'est une place, que vous perdez pour convaincre vos internautes d'ouvrir vos emails. Ou alors le préheader est pas forcément optimal et puis on retrouve soit une répétition de l'objet ou soit des mots ou une petite phrase qui n'apporte pas vraiment de valeur ajoutée et qui met pas vraiment en avant les bénéfices du service ou du produit que vous essayez de vendre via l'email. Et les libellés de l'expéditeur peuvent changer. C'est-à-dire on a souvent affaire à la même entreprise, mais le libellé de l'expéditeur n'est pas exactement le même. Quand on analyse, hein, plusieurs typologies d'emails au sein de l'entreprise et souvent le client en face nous dit: «Ah oui, mais ça, c'est parce que c'est envoyé du côté, avec un outil transactionnel, alors que ça, c'est des emails qui sont envoyés via l'outil, de routage, vraiment de gestion de campagne marketing». OK, mais le problème, c'est que le client en face, enfin le client derrière, hein, qui lit vos emails, le lecteur d'emails, en tout cas, lui, il a affaire à une entreprise et du coup, le fait de pas avoir les mêmes libellés d'expéditeurs, ça laisse transparaître les silos qui peuvent exister au sein de l'entreprise. Tout ce qui est au niveau du contenu rédactionnel, de l'ergonomie, souvent on manque de structuration, de l'email, c'est-à-dire que l'email, c'est un peu fouillis, on ne sait pas où on doit chercher l'information et on ne comprend pas vraiment où l'expéditeur veut nous emmener. Il y a peu de contenu de réassurance, c'est-à-dire souvent vous avez en tête ce que vous voulez vendre, mais les clients mettent pas souvent en avant les bénéfices, les avantages ou encore la valeur de l'entreprise, ce qui fait que le client sera rassuré d'acheter, via vous ou de passer par vous pour un quelconque produit ou service. Ça manque de clarté et d'originalité dans le wording. Là, c'est le même constat que ce qu'on a dans les objets. Le CTA principal, ce qu'on appelle le CTA, c'est vraiment le bouton, hein, d'appel à action. Le bouton est souvent placé très bas dans l'email, enfin, et pas au-dessus de la ligne de flottaison. Ce qu'on appelle au-dessus de la ligne de flottaison, c'est vraiment les 30 hein, les 30 premiers pourcents de votre message. Et quand on analyse les newsletters éditoriales, elles sont souvent très, très, très longues. C'est pas un problème en soi, mais quand les newsletters sont très longues, dans ce cas-là, il faut un rubricage. C'est-à-dire qu'il faut à un moment donné qu'on ait un sous-menu avec, les différentes parties de l'email pour que les gens puissent vraiment bien s'y retrouver. Et voilà, on manque de hiérarchisation aussi dans les textes, où on n'a pas ce niveau titre, sous-titre, paragraphe, CTA, qui facilite vraiment la lecture et qui amène l'internaute à cliquer. Et puis au niveau du rendu aussi, on se rend compte que le code HTML est pas souvent optimal, qui ne s'affiche pas correctement sur les différents systèmes de messagerie, que l'email est pas adapté à la lecture avec les images bloquées, ou souvent ça nous arrive aussi souvent que c'est les codes qui sont utilisés ou réutilisés, par différentes personnes. Donc on se rend compte du coup, on a un code à la fin qui est de plus en plus abîmé, qui peut comporter plein d'erreurs et puis évidemment, finir par provoquer des problématiques de délivrabilité. Je vais passer au concret maintenant avec vraiment nous ce qu oups, pardon, hop.
ce qu'on considère comme étant les bonnes pratiques pour concevoir un emailing. Je vais commencer du coup par ce qu'on peut faire pour avoir un bon trinôme au niveau de l'expéditeur, de l'objet et du pré-header. Donc juste pour information, l'expéditeur, c'est ce qu'on voit vraiment, hein, souvent il est en noir, en gras, c'est ce que vous voyez vraiment en haut. L'objet, c'est ce que vous voyez là en rouge sur l'écran et puis le pré-header, c'est la petite phrase en gris. Donc c'est ce trinôme-là qui permet à l'internaute de se dire: «OK, est-ce que j'ouvre ou pas l'emailing?» Donc là, on est vraiment sur l'ouverture. L'idée de l'expéditeur, c'est d'être explicite et identifiable en moins de 30 caractères. Pourquoi on dit 30 caractères? C'est simplement que les emails sont de plus en plus lus sur mobile et que sur mobile, par rapport à tous les clients de messagerie qui existent, 30 caractères, c'est un peu la moyenne, du nombre de l'espace qui est disponible, sur les mobiles pour lire l'expéditeur. Donc on dit que l'expéditeur ne doit pas dépasser, 30 caractères pour voir en entier le nom de l'expéditeur. L'idée, donc comme je l'ai dit juste avant, c'est de garder le même nom d'expéditeur à chaque campagne. Les gens sont attachés, au fait que vous soyez, la même personne qui communique avec eux, donc vous êtes reconnaissable et vous devez le rester. Parce que le fait de changer aussi tout le temps le nom d'expéditeur, c'est une pratique qui est assimilée à un spammer. Donc vos lecteurs n'aimeront pas, mais les FAI non plus. Au niveau de l'objet, on dit qu'il faut être concis mais pas trop, c'est-à-dire qu'entre 6 et 10 mots environ ou 50 caractères, c'est un objet moyen, enfin un nombre, de mots ou de caractères qui est assez correct, pour écrire un bon objet, parce qu'un sujet trop court, c'est dénué de sens, un sujet trop long, ça va moins être lu. Il faut aussi susciter la curiosité du lecteur, donc faites appel plutôt à sa curiosité, ça permet d'améliorer la réactivité de votre site, donc du coup d'améliorer le taux d'ouverture, mais aussi le taux de clic. Et pour ça, faut se mettre à la place du lecteur, il faut être assez créatif. Ce qu'on voit ici, c'est un exemple avec, on va dire des newsletters qui sont envoyés de manière quotidienne, qui rappellent la une des titres, et on voit très bien que si on a un objet plutôt descriptif, assez passif, comme on l'a ici avec Journal numérique, mardi 17 septembre, alors que si on reprend vraiment, si on fait l'effort de reprendre un objet qui intéresse et qui suscite l'intérêt, là, on va prendre un des articles à la une et on va voir que le sujet du haut va sûrement avoir un taux d'ouverture qui va être, meilleur. Par contre, on voit ici que les 2 sociétés ne font pas d'effort, on va dire, sur le pré-header. Donc vendez des bénéfices plutôt des caractéristiques. On a des autres exemples ici qui montrent que, si on est plutôt descriptif avec du style, «M'écrire sans se priver» ou «Équiper votre maison d'une alarme», heu, on va moins susciter l'intérêt que les objets, qui sont là, en vert, et qui mettent en avant vraiment les bénéfices ou les bénéfices de la prestation de service ou du produit, qui là sont plus enclins à ouvrir. Une autre bonne pratique, c'est de placer évidemment les mots les plus importants en début d'objet, une fois encore parce qu'il faut que ça soit lisible. Encore une fois, hein, plus de 60 des emails sont lus sur mobile, donc si vous voulez vous placer les mots les plus importants, pardon, au début de l'objet, vous aurez plus de chances pour qu'ils soient lus et donc votre email ouvert et cliqué. Il y a une série de vous allez voir, il y a une série de bonnes pratiques numéro 7 qui vont là apparaître dans les slides. La première, ça va être choisir des verbes d'action, et des mots forts dans les objets, parce qu'on dit souvent que sans verbe, il n'y a pas d'action. Par contre, j'ai mis d'autres bonnes pratiques qui fait que parce que je fais souvent des tests avec les clients, des fois je fais des tests avec des verbes d'action et des fois des tests, par exemple, avec des listes de chiffres. Et on se rend compte aussi que les listes de chiffres marchent très bien. Les lecteurs adorent les objets comme les 10 raisons de faire quelque chose, les 25 astuces pour s'améliorer de, et cetera. Donc là, les verbes d'action peuvent bien marcher. Les listes de chiffres, marchent aussi assez bien. Et le fait aussi de créer des sentiments d'urgence marche assez bien. Donc là, je pense plutôt pour des emailing promotionnels, vous avez quelque chose à vendre et souvent vous avez une date butoir parce que l'offre est éphémère. Là, pour les emailing promotionnels, de créer un sentiment d'urgence et de leur faire comprendre que c'est maintenant ou jamais qu'ils peuvent bénéficier de l'offre, ça marche assez bien. Par contre, la liste chiffrée peut aussi, davantage marcher pour tout ce qui est newsletter éditorial, où là, vous allez mettre en avant des articles, pour,
où l'objectif premier de votre newsletter éditoriale va être pas forcément de convertir ou de vendre, mais plutôt de maximiser des ouvertures et des clics. Donc là, la liste chiffrée marche aussi très bien. Le fait aussi, dans les objets, le fait aussi de poser des questions. Là, on avait fait un test avec où placer votre épargne contre un autre test qui était, par exemple, les 4 moyens de placer son épargne. Donc là, on aurait pu dire, bah, tiens, est-ce que c'est la liste chiffrée qui va le mieux marcher ou se poser une question? Là, c'était le fait de poser des questions qui avait le mieux marché. Donc voilà, c'est plusieurs bonnes pratiques où on sait que ça marche bien, mais par contre, rien ne remplace le test pour choisir son bon objet. Et une autre question aussi, poser des questions qui suscitent l'intérêt et qui sont aussi assez mystérieuses. Là, c'est un bon exemple avec le deuxième objet, entre guillemets, qui était: peut-on plonger à 3600 mètres d'altitude? Là, voilà, derrière, c'est est-ce que le corps résiste, etc. C'est assez mystérieux, ça suscite l'intérêt. Une bonne pratique, les bonnes pratiques assez classiques, on va dire, qui permet que vous ne soyez pas assimilé à un spammer, ça va être de ne pas utiliser de majuscules partout, de ne pas utiliser, pareil, des points de ponctuation partout. Alors, c'est pas parce que vous mettez un point de ponctuation que vous allez être assimilé à un spammer. Au contraire, hein, ça, vous pouvez le faire. Par contre, si vous en mettez 10 d'affilée, oui, ça va être une pratique de spammer. Ne mentionnez pas le nom d'expéditeur dans l'objet. Ça, c'est quelque chose qu'on voit encore souvent. C'est que vous rementionnez le nom d'entreprise dans l'objet. Et clairement, c'est une perte d'espace. Et quand on voit que à partir du moment où l'internaute regarde son système de messagerie, il voit votre expéditeur, ça ne sert à rien de le rementionner encore une fois dans l'objet. Et écrivez un pré-header. On a vu aussi dans les exemples précédents, souvent c'est quelque chose que vous ne faites pas, que la plupart, en tout cas, des sociétés qu'on audite ne font pas. Et c'est dommage parce que c'est une perte d'espace. Donc, n'oubliez pas d'écrire un pré-header qui soit bien complémentaire à l'objet. Au niveau de la structure des emails, ce qui est intéressant, c'est de structurer son email. Nous, on parle en mode de pyramide inversée. En mode de pyramide inversée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir un premier bloc de messages qui va comporter toute la largeur de l'email, ce qu'on va appeler le bloc principal, pour qu'il soit bien visible. Et ensuite, vous allez descendre en information. Et après, donc, vous allez faire votre premier bloc qui va comporter toute la largeur de l'email, donc une colonne, puis 2, puis 3, puis 4. On va aller jusqu'à 4 colonnes max, puisqu'après, ça va être illisible. Mais ce qu'on appelle le modèle de la pyramide inversée. Si on ne fait pas de pyramide inversée, on peut avoir des exemples comme ça. Donc là, on ne sait pas où l'expéditeur a voulu nous emmener, sur quelle offre. Je pense que lui-même, il n'a pas choisi une offre qu'il voulait mettre en avant. Mais le problème, c'est que là, le lecteur ne sait pas où. Voilà, il est perdu. Donc, il y a de fortes chances pour qu'il parte tout de suite de cet email. On parle de pyramide inversée, mais la structure en zigzag aussi reste agréable, surtout pour les newsletters éditoriales. Comme je le disais avant, les newsletters éditoriales sont souvent très longues parce qu'on a souvent plusieurs articles à mettre en avant, 4-5 articles. Donc là, pardon, hop, le mode en zigzag est assez privilégié, en tout cas pour les newsletters éditoriales. Ce qu'on veut aussi amener, c'est de réfléchir sous forme de blocs de messages pour clarifier, structurer l'information. On voit un exemple ici, ça c'est réfléchir en mode de bloc. On a bien ce premier bloc principal qui est sur une colonne, et c'est là où vous devez mettre votre information principale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez décidé de faire un emailing, vous avez quelque chose en tête, un produit à vendre ou un service à vendre, c'est là-dessus où il faut mettre en avant l'information la plus importante. Donc souvent, on va avoir des polices très grandes. Il ne faut pas éviter à mettre un CTA. Enfin, il faut mettre un CTA. Le CTA principal doit être sur ce bloc-là, avec des textes assez courts. Faut pas être en emailing, il ne faut pas être sur des longs textes, des textes assez courts, succincts, mais en tout cas qui vont droit au but. On peut avoir un bloc secondaire qui appuie l'offre principale, donc qui décrit davantage l'offre principale si les gens veulent avoir plus d'informations. Et enfin, un bloc de réassurance. C'est ce qu'on retrouve encore peu souvent dans les emailings, c'est de se dire, OK, quels sont les avantages et les bénéfices de votre produit? Quelles sont les valeurs de votre entreprise? Quelles sont les informations que vous devez donner à vos lecteurs pour les réassurer? Ce qui est sympa là, c'est si vous avez des départements plutôt études ou si vous-même vous avez mis en place des personas dans vos entreprises, si vous avez mis en place des personas, vous avez réfléchi aux freins, aux obstacles de chacun des personas pour
pour qu'ils achètent chez vous. Là, c'est bien de reprendre ces freins et ces obstacles pour voir comment vous pouvez minimiser ces freins, ces obstacles, comment vous pouvez les rassurer pour minimiser ces freins et ces obstacles. Et les éléments de réassurance, c'est bien de penser à un bloc et de mettre ce bloc dans vos emailing. Enfin, un bloc de contact pour que le lecteur puisse prendre facilement contact avec vous. Donc là, par email, par téléphone, un FAQ, une liste de magasins ou le magasin le plus proche du lieu d'habitation du lecteur. Et évidemment, un bloc footer pour toutes les informations plutôt légales. Au niveau du contenu, donc là, on est plutôt sur encore une fois, hiérarchiser le contenu d'un emailing. On a vu comment on pouvait hiérarchiser au niveau des blocs, donc vraiment un bloc principal où on a l'information principale. Mais à l'intérieur de ces blocs, ce qui est bien aussi, c'est de hiérarchiser les textes. Donc bien mettre en avant un titre, un sous-titre, pourquoi pas un paragraphe et un CTA. Là, on a un exemple sur la droite où plus l'information est importante, plus on la met en évidence et on a bien un CTA qui est contrasté et qui incite au clic. L'idée, c'est que le lecteur doit voir le message le plus important, ça doit être compris au premier coup d'œil et qu'il doit comprendre qu'il doit cliquer là et qu'il connaisse via quelques mots les principaux avantages de l'offre. Si on repart au niveau du pré-header, donc là je vais descendre de haut en bas de l'emailing toutes les petites bonnes pratiques qu'on peut mettre en place. C'est évidemment, donc ça je l'ai assez dit, hein, mais de mettre une ligne qui est complémentaire à l'objet, mais n'hésitez pas aussi dans le pré-header à mettre une phrase de transparence qui explique comment vous avez obtenu l'adresse email, le lien miroir bien évidemment, et le lien de désabonnement. Nous on conseille que le lien de désabonnement soit en haut, donc dans le pré-header et dans le footer des emailing. Donc là, c'est une bonne pratique autour de l'accessibilité. L'accessibilité, c'est le fait de rendre ces emailing lisibles via des malvoyants. Il y a quand même dans la population pas mal de personnes qui ont un handicap autour de la malvoyance et nous, on réfléchit aussi là-dessus. Et le fait d'intégrer correctement le code HTML en remplissant certaines balises va permettre à l'ordinateur de la personne malvoyante de lire correctement l'emailing. Donc là, je vais vous renvoyer, je ne veux pas faire de longues phrases là-dessus, je vais vous renvoyer vers le petit lien que vous voyez ici, que vous pouvez vous-même envoyer à vos intégrateurs HTML pour dire attention, remplis bien ces balises pour que mon email soit accessible et que les malvoyants puissent lire correctement mon email. Au niveau du logo, donc du bloc header, donc là on est encore une fois tout en haut de l'emailing. Le logo, il faut souvent qu'il est bien situé s'il est au milieu ou à gauche de l'emailing. Mais dans le header, il n'y a pas que le logo. On peut aussi mettre des informations pratiques comme un numéro de client, etc. Et pourquoi pas un CTA fort comme j'accède ici à mon espace abonné. Donc l'information, donc là on est sur le bloc principal, hein, l'information la plus importante en haut, avec un titre, un texte de grande taille, un CTA qui est visible et clair. Juste en dessous, on peut avoir un bloc qui est complémentaire à l'objet, complémentaire à l'information principale, avec voilà, comment bénéficier de l'offre, et puis ou alors des informations sur les nouveautés, des services complémentaires, etc. Donc là, c'est un bloc qui peut se faire sur 2 colonnes. On peut aussi avoir d'autres blocs sur informer à l'usage, un bloc qui récapitule de manière claire et précise comment on bénéficie de l'offre. Donc là, nous, on aime bien les blocs avec plusieurs étapes. Ça permet de faciliter la lecture et ça permet aussi de dire, OK, entre guillemets, en 4 clics, c'est fait. Donc un bloc de réassurance, donc là on vous a mis un exemple sur c'est quoi un bloc de réassurance, ça permet de minimiser les appréhensions. Donc ça peut être voilà, de rassurer sur des délais de livraison, un service client disponible, un service après-vente, des valeurs autour du Made in France, de l'écologie ou l'utilisation des données personnelles, enfin bref, tout ce qui gravite autour de votre entreprise. Et le bloc contact, c'est résumer tous les moyens possibles pour contacter la marque. Parce qu'on est dans l'emailing, on n'est pas, oui, on est sur du web, mais il y a aussi moyen de contacter la marque via d'autres canaux, comme un numéro de téléphone ou une agence ou un point de vente physique. Le footer, alors il faut soigner le footer, donc on y met bien évidemment le lien de désabonnement qui est obligatoire dans l'emailing, les coordonnées de l'expéditeur et puis toutes les mentions légales. Et un lien évidemment vers les conditions de votre offre.
Ça, c'est un exemple avec un footer qui est assez intéressant parce qu'il met en évidence le bouton de désinscription. Souvent, on a juste un lien de désinscription. Là, on met en avant un bouton de désinscription parce qu'évidemment, il est mieux qu'un internaute se désinscrive qu'il se plaigne. Donc là, c'est le parti pris de cette entreprise à mettre en avant le lien de désinscription. Au niveau du design, l'idée, c'est d'être cohérent avec votre image de marque. Donc, restez cohérent avec votre charte graphique. La couleur, hein, c'est assez important. Ça permet évidemment vraiment de reconnaître le logo, la couleur, la typographie, les teintes, etc. Ça fait vraiment partie de l'identité visuelle de votre marque. Donc, faites attention et soignez votre design. Restez simple. N'en faites pas trop non plus. Souvent, nous, on aime bien limiter les couleurs à 3 maximum par email. Sinon, ça fait des emails un petit peu fouillis et pas très jolis en termes de design. Et le message sera encore plus clair et lisible si on se limite à 3 couleurs maximum. Pensez mobile first. Alors ça, c'est quelque chose, c'est une phrase assez bateau. Mais moi, j'aime bien dire aux clients, vérifiez d'abord votre BAT sur mobile et ensuite sur desktop. Je vois encore dans ma boîte de messagerie, moi, pas mal d'emailing, voilà, qui sont cassés comme ça. Et on voit ici que c'est à cause de ce bloc-là. Et c'est assez dommage parce que ça devrait être corrigé, ça. Créer des puissants call to action. Call to action. Donc là, c'est des boutons. N'oubliez pas que vos boutons doivent être visibles et contrastés avec la couleur de fond. Les call to action doivent être faciles à comprendre. Évitez le en savoir plus, mais dites plutôt inscrivez-vous, je télécharge, je profite de l'offre, je bénéficie de quelque chose, etc. N'incluez pas trop de CTA dans votre email. Pensez, des fois, il y a plein de CTA parce qu'on veut dire plein de choses. Là, ça veut dire qu'il faut faire plusieurs emails. Au moins un CTA doit être présent au-dessus de la ligne de flottaison. Il peut en avoir 2, 3 en dessous, mais ne mettez pas non plus 10 CTA dans un emailing. N'en demandez pas trop non plus au lecteur quand vous faites des CTA. J'achète, c'est un peu trop. Par contre, j'en profite, je bénéficie, c'est mieux. On peut utiliser des comptes à rebours dans les emailings. Ça peut être assez intéressant, surtout dans les emailings promotionnels quand on a une date butoir sur l'offre. Ça permet aussi de créer l'effet d'urgence dont je parlais tout à l'heure. Donc là, on a des exemples ici. Évidemment, c'est des emailings avec une date butoir. Utiliser des gifs animés. Un gif animé, c'est hyper intéressant. Nous, on en utilise beaucoup. Il faut juste veiller à ce que le gif comporte une bonne première image parce que tous les systèmes de messagerie n'acceptent pas les gifs. Dans ce cas-là, le gif sera remplacé par la première image. Donc, il faut avoir un gif qui ait une bonne première image. Et le fichier ne doit pas être trop lourd. Par contre, voilà, si on repense à la bonne pratique sur l'accessibilité, là, les GIFs, les personnes qui sont porteurs de déficience visuelle ne vont pas trop aimer les GIFs. Donc voilà, si vous êtes sur une cible où vous savez que votre cible a de la déficience visuelle, évitez en tout cas les GIFs. Là, c'est un exemple de GIF qui peut appuyer en tout cas le message principal de l'emailing. Si on me pose beaucoup de la question sur la vidéo, alors tous les systèmes de messagerie ne lisent pas la vidéo. Donc quand on parle de lire la vidéo, c'est vraiment la vidéo se déclenche au moment de l'ouverture de l'email. Donc si vous voulez faire ça, prévoyez bien 3 codes. Donc, parce qu'il va y avoir des systèmes de messagerie qui vont lire automatiquement la vidéo. Super, il y aura un code pour ça. Il y a des systèmes de messagerie qui ne vont pas lire directement la vidéo, mais qui vont lire le GIF animé. Donc là, on peut faire un petit GIF animé avec la vidéo, puis mettre un lien derrière qui va renvoyer vers YouTube ou en tout cas vers un lecteur de vidéo. Et ensuite, il faut prévoir un autre code, donc un 13e code pour les systèmes de messagerie qui ne lisent pas la vidéo et qui ne supportent pas le GIF animé. Donc là, on va être sur un truc classique type image plus lien vers le lecteur de vidéo. Mais voilà, si on veut inclure de la vidéo, il faut être vigilant et bien penser à ces 3 types de codes. Et là, ça, c'est une bonne pratique qui nous tient à cœur chez Bad Sander et Jonathan tient un groupe de travail là-dessus avec vraiment des acteurs du marché comme des agences comme nous ou des outils de routage, c'est faire un emailing plus vert. L'idée, c'est même via le canal email de limiter l'empreinte écologique. Et encore une fois, là, il existe des choses autour de l'intégration
du fichier HTML, donc évidemment pour optimiser le poids de ce fichier, pour diminuer le poids des images, etc. Donc là, je vais vous renvoyer encore une fois vers un article qu'on fait, qui permet en tout cas d'avoir un poids de fichier moins lourd. Et encore une fois, vous pouvez transférer ces bonnes pratiques auprès de votre intégrateur HTML. Quelques outils de pige dont je voulais partager avec vous. C'est des outils qui existent, qui rassemblent en fait plein d'emailing qui existent, qui sont envoyés par les annonceurs. Donc le premier, c'est Squeezebox. C'est les emailing des annonceurs français. Ils sont triés par secteur d'activité. Donc si vous êtes dans un secteur d'activité, n'hésitez pas à choisir votre secteur et à voir un peu les créas qui sont faits par d'autres annonceurs français. Il y a une newsletter mode qui rassemble uniquement le marché, enfin le secteur d'activité du retail ou du e-commerce, et en plus il est payant. Il y a Really Good Emails qui est un peu comme Squeezebox mais qui est américain, donc là qui va rassembler les annonceurs plutôt du coup américains, mais qui est assez intéressant parce qu'au-delà du secteur d'activité, on peut filtrer par typologie de campagne. Donc on peut dire bah voilà, je veux mettre en place un email bienvenue. Voilà, on peut choisir email bienvenue, email d'anniversaire, etc. Si vous souhaitez mettre des visuels sympas dans vos emailing, je peux vous recommander Unsplash, qui est un outil qui permet de choisir des visuels plutôt impactants et qui sont téléchargeables gratuitement en basse qualité, mais pour l'emailing, c'est suffisant. Et si vous voulez des pictos sympas, il y a ce site-là, pareil, qui rassemble des pictos, et les pictos sont assez importants pour ce bloc de réassurance, pour mettre en avant voilà, des paiements sécurisés, des délais de livraison raccourcis, etc. Donc là, pour les pictos, c'est un site qu'on aime bien aussi utiliser. Et je voulais juste terminer sur cette slide. Il y a 3 moyens en fait, pour concevoir des emailing quand on est annonceur comme vous. Souvent, les gens passent par l'outil de routage parce que l'ensemble des outils de routage comportent une fonctionnalité, un CMS Builder qui permet de créer des outils. Donc là, c'est cool parce qu'il n'y a pas de surcoût. Souvent, hein, c'est avec la licence mensuelle. Par contre, on a peu de flexibilité dans la manipulation. Si vous le faites déjà, vous êtes des fois contraint à manipuler l'outil. Vous avez une idée en tête, une idée créative que vous ne pouvez pas mettre en place parce que voilà, le CMS Builder est assez restrictif dans la manipulation. Vous pouvez passer par des agences. Là, attention, il faut bien faire attention à ce que l'agence soit spécialisée dans le canal email parce que quand le canal email, hein, l'email n'est pas le web, et quand on ne connaît pas les bonnes astuces pour intégrer correctement un email, on peut avoir des emails de mauvaise qualité, ça c'est assez dommage. Les délais de conception, si on regarde le côté plus négatif, sont plus longs que via l'outil de routage. Mais par contre, l'esprit créatif, normalement, si vous êtes via une agence spécialisée email, bah, voilà, l'esprit créatif est là. La personne est spécialiste de l'emailing, donc a souvent il y a un bon élan créatif souvent dans ces emailing qui ressortent. Et on peut passer via un outil spécialisé, ce qu'on appelle un email builder. Donc ça va être un outil qui va vous permettre de concevoir en drag and drop un email, et que vous allez ensuite exporter le code HTML qui va être généré via ce drag and drop pour l'importer dans votre outil de routage. Là, c'est assez intéressant puisque c'est des outils qui sont faits pour ça. Donc la flexibilité, elle est au rendez-vous. Par contre, l'idée créative, elle repose sur vous, mais si vous êtes créatif, il ne devrait pas avoir de souci. Voilà, et si vous voulez un accompagnement sympa, je vous ai parlé d'outils sympas de pige, etc. Mais si vous voulez un accompagnement ou si vous voulez des conseils au niveau des outils que j'ai cités juste avant, ou la manière de concevoir ces emails, n'hésitez pas à faire un tour sur notre blog, on donne plein de bonnes pratiques, ou à nous passer un petit coup de fil ou un petit mail au contact que vous voyez sur l'écran. Voilà. Je ne sais pas si vous m'avez... John, Ouais, je je sais pas s'il suis y avait des là. questions. Il y a eu quelques questions auxquelles on a répondu pendant le webinar. Donc, je ne sais pas si certaines personnes ont encore des sujets à creuser là pendant les 2-3 minutes qui peuvent nous rester. Je pense que pour les autres questions, elles ont trouvé quelques réponses. Donc voilà, merci beaucoup Marion. De rien. Si personne n'a d'autres questions, je vous propose qu'on en reste là pour cette fois-ci. Il est fort probable... Ah,
Question. Que pensez-vous de l'usage du carrousel dans les emails? Je sais pas si tu veux donner ton Moi, avis. je sais que on l'utilise chez Bad Sander. En tout cas, Thomas, qui est notre designer chez Bad Sander, le propose et l'utilise. Après, au niveau du code HTML, là, je pense, enfin, en tout cas, si c'est bien lu sur les systèmes de messagerie, là, je te laisse répondre, John. Ouais, aujourd'hui, c'est encore assez variable. De manière assez globale, tout ce qui est Apple Mail, donc que ce soit sur iPhone ou sur Mac, permettent de faire des carousels de manière assez simple. L'idée, c'est un peu comme pour la vidéo ou toute autre technologie un tout petit peu plus avancée dans l'email, ça reste toujours d'essayer d'avoir une version qui reste correcte sur les clients mail qui ne permettent pas les carousels. Après, ce qui est important, c'est que de nouveau, la première étape du carrousel soit celle qui est la plus importante, parce que si ça reste figé et qu'il n'y a pas moyen d'aller choisir les autres options, mais c'est celle-là c'est sur celle-là que tout le monde va rester bloqué. Il y a une autre question de Mathieu sur la mise en place des snippets Gmail annotation. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, donc dans Gmail maintenant, il est possible de rajouter quelques informations contextuelles à l'email. Par exemple, un bandeau, une petite image qui sera affichée dans certains cas dans la liste des emails. Ça permet d'afficher un code promo aussi dans la liste des emails, éventuellement une date d'expiration d'une promotion. Donc nous, on a testé, mis en place les annotations Gmail dans les newsletters de Bad Sender, même si on a rarement des promos à proposer. Et donc ça fonctionne effectivement bien. Après, un test à grande échelle pour comparer les performances d'emails qui comporteraient ou pas les annotations Gmail, on n'en a pas encore réalisé jusque-là, donc il faut qu'on trouve un client qui accepte de jouer le jeu et de faire un test AB sur ce sujet-là. Après, techniquement, c'est assez facile à mettre en place et même assez simple à tester. Et on est d'ailleurs en train de le mettre en place dans notre email builder, c'est presque prêt. Mais donc voilà, savoir si ça booste réellement les résultats des newsletters, les taux d'ouverture, aujourd'hui, on n'a pas encore de chiffres fiables sur le sujet. Après, c'est pas trop tôt pour faire les tests, parce que vous n'y perdrez certainement rien. Je vous propose qu'on en reste là. De toute façon, on va publier un article avec le replay du webinar. Et ça vous permettra éventuellement de poser d'autres questions dans les commentaires de l'article. Donc je vous remercie chaleureusement à tous et je remercie Marion pour sa présentation qui était très claire et limpide. Et je vous dis à bientôt pour une autre édition. Merci beaucoup. Au revoir.